Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu pour cette session. Alors intitulée Coordination nationale TDAH. Bon, il se trouve qu'effectivement il y a une coordination nationale TDAH qui s'est constituée depuis peu en association. Ça manquait, on s'occupe essentiellement de TDAH de l'adulte sous la présidence d'Étienne Caméret. Récemment aussi, la Société française du TDAH sous la présidence de Diane Purper-Wakil a également été constituée. Et donc aujourd'hui, on se voit dans le cadre, en fait, certes de la coordination, et surtout pour présenter des travaux et des méthodes de travail et d'évaluation originaux concernant TDAH et addiction, puisqu'on est quand même à ATHS. Donc, alors le A de ATHS ne veut toujours pas dire ADHD, donc effectivement, on est bien aujourd'hui dans un thème non pas spécialement coordination nationale TDAH, même si tous les présentateurs aujourd'hui en sont membres, mais TDAH et addiction. Donc nous allons commencer les présentations par le docteur Muriel Grégoire, qui est psychiatre et addictologue à Aix-en-Provence. Ouais. C'est bien ça? Donc ça pas? Ouais. Si j'ai bien compris. Ok. Et qui va nous parler surtout, et ça paraît quand même très bien pour commencer, de repérage clinique. C'est ça, du TDAH en population qui souffre d'addiction. Donc Muriel, c'est à vous. Je pense qu'on est parti pour 20 minutes grand maximum, parce que l'intérêt d'être dans une salle de taille modeste, c'est de pouvoir discuter. Ouais. Surtout si on a beaucoup d'éléments, là on va parler de repérage clinique, enfin, etc. Donc vraiment 20 minutes grand maximum, et comptez sur moi, j'y veillerai. Je ne sais pas s'il marche celui-là. Normalement, si. Oui, oui. Alors, ce n'est pas vraiment repérage clinique, c'était surtout sur le... Enfin, il y a un peu de ça, mais surtout sur l'intérêt, en fait, de prendre en charge le TDAH, sur la qualité de vie des usagers et aussi sur leurs pratiques addictives ou de consommation. Donc, moi, effectivement, donc, je suis psychiatre addictologue. Je travaille en XAPA hospitalier depuis déjà de longues années. J'étais d'abord à Paris et maintenant à Aix-en-Provence depuis 6 ans. Donc voilà, donc en fait la prise en charge du TDAH, elle m'est apparue petit à petit, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on en parlait très peu d'ailleurs justement dans nos structures, en tout cas d'addicto. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses en tout cas qui apparaissaient peu à peu, notamment des effets quand on discutait avec les usagers, par exemple, je me souviens d'un premier patient d'ailleurs à qui on a instauré le Concerta, c'était il y a 10 ans environ. En tout cas, moi j'étais à Marmottan, parce qu'il nous parlait déjà d'effets paradoxaux de la cocaïne. Donc ça nous a interpellés sur des articles qu'on avait lus, des choses qu'on avait entendues, sans pour autant être sensibilisés, en tout cas au niveau de nos formations, au niveau de nos structures. Donc on a été... Au début, c'était un peu plus intuitif qu'autre chose. Et puis, je me souviens de ce patient, alors que c'était un peu une caricature peut-être de patients TDAH qui utilisaient la cocaïne à visée plutôt automédicamenteuse. Et il ne prenait que de la cocaïne la journée, et en semaine, et il n'en prenait jamais le week-end. Alors, ce n'était pas un fêtard, ce n'était pas quelqu'un qui aimait faire la fête. Donc, il avait découvert ça juste un jour, il avait craqué, il avait accepté d'essayer. Puis, quand il a vu l'effet que ça avait fait sur ses signes, alors qu'il n'empêchait pas de vivre, hein, c'était quelqu'un qui travaillait, c'était quelqu'un qui était inséré. Mais en tout cas, vu les effets que ça lui avait fait, il prenait ça toutes les semaines. Et c'est vrai que l'introduction du traitement, en plus d'une prise en charge qui finalement avançait pas énormément, il n'avait pas d'autres symptômes particuliers, d'autres traumas ou des choses comme ça. C'est vrai que ça avait été assez presque magique, en fait, l'effet de ce traitement. Donc ça m'avait évidemment interpellée. Du coup, je me suis plus intéressée à ce sujet au-delà des autres, enfin, en plus des autres qui étaient présents. Donc là aujourd'hui, oui, je voulais plus. Non, je ne vais pas vous parler ce que c'est que le TDAH. Je pense, c'était pas trop ma. Je sais pas si. Bon, peut-être quelqu'un le fera, mais je pense qu'on a tous un peu aujourd'hui une idée de ce que c'est. Mais plus donc donc encore une fois de l'intérêt de pouvoir le prendre en compte dans nos pratiques en addictologie. Donc, parce que je travaille qu'en addicto. Donc qu'est-ce que c'est déjà sur la qualité de vie? Donc là, alors je suis désolée, j'ai oublié ma présentation. Que j'avais préparé sur un PowerPoint. Mais bon, j'ai mes petites notes, donc tout est là. Donc déjà, qu'est-ce que la qualité de vie? Donc il y a plusieurs choses dans la qualité de vie, plusieurs critères qui peuvent être pris en compte, alors de manière un peu désordonnée. Il y a les critères utilisés, ça va être, en tout cas, pris en compte. Évidemment, les critères de santé,
des critères des risques psychosociaux et des critères sur le social, donc les liens sociaux, est-ce qu'on est isolé, est-ce qu'on on a un bon entourage social, la question aussi financière, la question de la sécurité économique et personnelle, donc ça va prendre en compte aussi la question du logement, la question du travail, des études, voilà, un certain nombre en tout cas d'items qui vont participer à ce que c'est que la qualité de vie. On sait que le TDAH, hors trouble de l'usage, hors addiction, hors consommation de produits, va influencer évidemment la qualité de vie. Donc les difficultés les plus fréquentes, en tout cas qui sont rapportées par nos patients, mais aussi de manière, des gens qui ne sont pas patients d'ailleurs, sont au niveau social, par exemple, on a quand même régulièrement, ce qui est rapporté, et ça, dans les études on le retrouve hein, évidemment, je repars à partir d'études, les difficultés sociales avec des patients qui se sont plus souvent isolés que la population générale, dues notamment à des instabilités émotionnelles, avec des conflits un peu plus fréquents liés à un certain nombre de choses qui peut être notamment l'impulsivité. Voilà, ça je ne vais pas le détailler aujourd'hui. Il y a les difficultés aussi, notamment au niveau de l'école et après au niveau du travail. Donc on a plus souvent on rapporte plus souvent des échecs scolaires, des difficultés au travail. On a des gens qui sont plus souvent au chômage, en tout cas qui changent aussi plus souvent de travail parce que c'est compliqué avec notamment la hiérarchie, ça va être compliqué des fois avec les collègues, dû encore une fois aux signes, aux symptômes en tout cas qu'on retrouve dans le TDAH. On va avoir aussi les questions de problèmes financiers. Alors ça découle évidemment de ces difficultés-là. Si on a plus de mal à avoir un travail, à faire des études, a priori on va plus avoir aussi de difficultés à gagner bien sa vie ou en tout cas être stable à cet endroit-là. La question aussi des problèmes judiciaires qui sont plus importants qu'en population générale, les accidents de la vie quotidienne, les prises de risques qui peuvent aller aussi d'ailleurs jusqu'à une mortalité qui est plus augmentée chez les patients qui ont un TDAH que chez les personnes qui ont un TDAH, ce n'est pas tous patients, que dans la population générale. Ils ont aussi, et c'est là où on va revenir un peu sur notre sujet principal, sur le risque aussi de développer un trouble de l'usage des substances. On aurait, selon les études, à peu près, ce que fait une moyenne des études, à peu près 20 à 23% de patients qui ont des addictions qui auraient un TDAH, qui ont un TDAH. En tout cas, après le diagnostic clinique et confirmé par aussi des échelles. On a aussi, parmi ces usagers, souvent une consommation qui va être plus précoce et aussi une polyconsommation qui est plus fréquente que chez les autres usagers. Alors, évidemment, le TDAH peut aussi être, mais ce ne sera pas mon sujet aujourd'hui, mais ça peut être aussi, ce n'est pas que des symptômes qui vont vous amener vers le bas, il y a aussi des choses qui peuvent être un plus pour les patients, et ça c'est quelque chose, notamment en prise en charge, quand on va pouvoir accompagner les gens, qu'il faut pouvoir appuyer. Avoir de l'énergie, pouvoir avoir des idées, beaucoup d'idées, ça peut être aussi des choses qui peuvent être positives. Et ça, c'est aussi bien de pouvoir valoriser aussi ce côté-là. Alors, je parlais juste très vite fait des questions aussi des HPI, en tout cas des gens qui ont un haut potentiel, qui visiblement, en tout cas, ont des capacités des stratégies d'adaptation qui paraissent en tout cas plus efficientes. Et effectivement, probablement le TDAH va d'ailleurs souvent repéré beaucoup plus tard, puisqu'il y a des stratégies d'adaptation qui vont être mises en place de manière plus efficiente. Alors, nous, ce qu'on fait, moi je vais voir ce qu'on fait, nous, en tout cas en pratique clinique. Il y a quelque chose qu'il faut être attentif, c'est la question des comorbidités. Effectivement, les TDAH, on le sait, d'après les études aussi, ce qu'on voit en pratique, il y a souvent des co-occurrences psychiatriques, de troubles psychiatriques, type de trouble de la personnalité. Un des plus fréquents rencontrés, ça va être le trouble de la personnalité borderline. On a aussi des pathologies psychiatriques, comme les troubles de l'humeur notamment. Alors là, ça va être pareil, ça va être de faire la nuance entre est-ce que c'est une comorbidité, donc des choses aussi qui se chevauchent, ou est-ce que c'est une conséquence, ou est-ce que c'est juste un diagnostic différentiel. Ça, c'est vrai que ça sera important en tout cas à travailler et à évaluer. Moi, je sais qu'en pratique clinique, on a vu arriver des personnes qui avaient été diagnostiquées. Alors, moi, ce que je trouve le plus fréquent dans les diagnostics différentiels, par exemple, c'est les troubles bipolaires. On a des patients qui ont été diagnostiqués avec des troubles bipolaires, qui ont eu des traitements déjà depuis assez longtemps, pas très efficients. Et finalement, quand on reprend l'histoire, alors moi, encore une fois, je travaille en addictologie, donc c'est vrai que je pense que c'est aussi un biais, qu'on a l'effet des produits,
Donc il faut bien reprendre toute l'histoire depuis le départ, quoi, hein, depuis avant la consommation de produits, avec la consommation de produits. Qu'est-ce que les produits font? Ça, on y reviendra tout à l'heure sur les signes, ou en tout cas dans la... Mais et aussi, est-ce que... Pardon, je vais vous prendre l'exemple, enfin, là je suis vite fait sur les troubles bipolaires, des personnes qui n'auraient pas eu... Enfin, j'ai vu hein, des patients qui avaient été diagnostiqués bipolaires, je ne sais pas, à 30, 35 ans, qui n'avaient jamais eu d'épisode dépressif ni d'épisode maniaque, par contre qui avaient effectivement un fonctionnement qu'on aurait pu appeler hypomane depuis très longtemps, depuis leur enfance, adolescence, et qui, au décours de choses compliquées dans leur vie, un décès, une rupture, une perte de travail, vont décompenser, enfin ils vont faire un épisode par exemple dépressif, et là on va être rapidement mis sous l'étiquette, vous avez un trouble bipolaire, puisque d'habitude vous êtes hypomane, là vous êtes très déprimé, et là on peut les diagnostiquer comme ça, et ça peut être, donc faire très attention, et alors quand ça ne fonctionne pas, le traitement et la prise en charge, même si elle est serrée, etc., il faut vraiment s'interroger, voilà, ça... Moi, c'est ce que je souhaite faire régulièrement, notamment, en tout cas en addictologie, où, évidemment, quand je les vois arriver, ils ont pris ou de l'alcool ou de la cocaïne associée à tout ça, qui va aider à supporter à un moment donné certaines choses, notamment ou la dépression, ou les signes de l'hyperactivité. Alors, donc au niveau des diagnostics différentiels, il y a aussi au niveau somatique, hein, il y a la question du trouble du sommeil à bien repérer. On a souvent des usagers, des patients qui ont il faut vérifier aussi l'apnée du sommeil, c'est quelque chose à vraiment... alors ça peut être associé aussi, ça ne veut pas dire que si vous avez un apnée du sommeil, vous n'avez pas de TDAH, mais en tout cas déjà de pouvoir repérer ça, ça peut expliquer certains signes qui se rapprochent, qu'on pourrait retrouver dans le TDAH. Il y a d'autres, la question de la thyroïde, évidemment, des problèmes de glycémie. Bon, ça, c'est des choses un peu basiques au niveau biologique, mais c'est vrai qu'au niveau psy, donc je vous ai parlé donc là, des troubles bipolaires, la question de la dépression, la dysthymie. On retrouve régulièrement aussi des TCA hein, chez en tout cas, c'est des comorbidités qu'on retrouve assez souvent. Voilà, en tout cas, il y a tout ce travail aussi à faire d'évaluation quand on est en présence de personnes qui ont pensé de TDAH. Le diagnostic là, je ne vais pas revenir non plus, je ne vais pas faire les détails, mais principalement clinique. Ce n'est pas un diagnostic qu'on fait juste avec des échelles. On fait d'abord un diagnostic clinique qui peut être un peu long. Alors, c'est vrai qu'en addictologie, en plus, on a quand même cette question de le TDAH, les signes TDAH sont souvent noyés au milieu d'un certain nombre d'autres signes, puisqu'on a... ça se croise, ça se décroise, donc ça peut prendre un peu de temps. C'est vrai que si on a la chance d'avoir l'entourage, ça peut être aussi intéressant, mais c'est pas toujours, en tout cas, c'est pas très fréquent, en tout cas nous dans nos prises en charge, sauf quand on a des jeunes patients qui sont encore en lien avec leur famille. Des fois, on a des patients qui sont plutôt 30-35 ans. C'est vrai que nous, on fait régulièrement des diagnostics plutôt tardifs. Et puis, c'est vrai que cette prise en compte de cette dimension-là du TDAH, qu'on n'avait pas avant, faut dire, même si l'histoire que je vous ai racontée, c'était il y a 10 ans, moi, je dis clairement, ça fait 3-4 ans, on est beaucoup plus attentif à ça. J'ai la chance d'avoir des internes, du coup, ça nous aide aussi, qui s'intéressent aussi au sujet, du coup, ça nous aide aussi, mais après, c'est du temps. Et puis je suis pas en CHU, donc j'ai pas toute une armada des fois, et encore il n'y en a pas toujours non plus, pour faire tous les tests, même neuropsychologiques, hein, donc ça reste... Donc d'abord un diagnostic clinique, et après nous effectivement on va faire quelques échelles, les échelles plus classiques dont on a choisi de faire, c'est un peu calqué aussi sur ce qu'ils font aussi à Marseille, sur la SRS, le Wurtz, et puis le DIVA, la DIVA qu'on fait aussi et qu'on fait avec eux. Des fois, je vous dis, on essaie de compléter avec l'entourage. Ça confirme quelque chose. En général, même avant de faire les tests, on a déjà l'idée de ce qui part. À 90% des cas, on a déjà notre diagnostic. Alors, aussi, un diagnostic différentiel, c'était là, sur les troubles de la personnalité, je voulais revenir dessus, on le retrouve assez régulièrement dans les études, je pense, c'est la question des troubles obsessionnels. C'est vrai qu'on a des patients, surtout quand on les a un peu plus âgés, qui vont avoir des stratégies d'adaptation face à leur désorganisation, face à leur hyperactivité, face à leurs troubles de l'attention, surtout sur cette sphère-là, qui vont mettre en place des stratégies relativement rigides, voire très perfectionnistes, et qui peuvent donner à penser qu'on a des personnes qui sont sur un trouble obsessionnel. Ce qui n'est pas toujours le cas au final. On se rend compte, d'ailleurs, c'est une façon de pouvoir, en tout cas, s'adapter à ces troubles-là.
Ensuite, ben, on est en addictologie, hein, donc on va, ou avant, hein, je sais pas d'ordre particulier, c'est de chercher les facteurs qui fait addiction. Pourquoi il y a une addiction ici? Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce qu'on cherche habituellement ben, des facteurs qu'on retrouve le plus souvent. Alors, il y a évidemment tous les facteurs qui vont être de l'ordre de la psychiatrie, que ce soit les troubles de la personnalité ou les troubles psy dont on a déjà parlé. Mais il y a aussi évidemment toute la dimension des traumatismes, l'histoire personnelle. Donc on va retrouver toute la question des carences affectives, des maltraitances, des abus, la question de l'hérédité, un environnement qui peut être toxique, morbide, les contextes familiales. Bon, tout ça, c'est des choses, les facteurs aussi déclenchants de l'addiction, c'est-à-dire à quel moment, parfois on a des personnes qui vont consommer un certain nombre de choses, et puis il y a un moment donné où là ça bascule, il y en a d'autres ça bascule dès le départ, donc ça c'est des choses, mais là on n'est plus sur la prise en charge, ou en tout cas le questionnement autour de l'addiction, qu'on va faire de manière concomitante finalement à la recherche, enfin à ce qu'on peut faire autour du TDAH. C'est vrai que les facteurs donc déclenchants dont je parlais qui peuvent permettre, qui peuvent réactiver les traumas enfouis, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand surtout on a des usagers qui vont qui vont avoir des problèmes d'addiction sur un âge un peu plus élevé que la vingtaine. Hein. On a des gens qui arrivent à 30 ans, on va avoir 40 ans, c'est là où ça déborde. Et qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, tout ce qui a pu permettre de compenser ne fonctionne plus. Donc, comme je vous disais, il y a cette question que le TDAH peut être noyé un peu sous plein d'autres signes et d'autres problématiques. Donc c'est pour ça que ça peut passer régulièrement inaperçu. Et parfois, la question de penser que c'est un trouble bipolaire, ou c'est juste, bah, tiens, c'est parce qu'il a consommé de la cocaïne ou de l'alcool qu'il est comme ça. Donc parfois aussi, dans les questions qu'on peut poser, hein, c'est le diagnostic qui a déjà été fait pendant l'enfance, ou en tout cas évoqué, mais mis de côté. C'est-à-dire où les parents eux-mêmes n'ont pas eu très envie. Bah, c'est vrai qu'on est encore à... je pense que dans 10 ans, ça sera probablement différent, mais on est encore là dans une période où déjà, c'était pas forcément diagnostiqué. C'est vrai que pour les jeunes, c'est un peu plus fréquent d'avoir cette ah ben oui, on me l'a déjà dit, ah ben oui, c'est ce qui est moins le cas quand vous avez des patients qui ont une quarantaine d'années, où là, c'est très rare que les choses ont été évoquées. Alors c'est vrai que maintenant, comme on en parle plus au niveau sociétal, comme on disait, il y a des gens qui vont arriver et disent ouais, je pense que j'ai un TDAH, mais c'est pas si fréquent. Moi, j'ai pas non plus un arrivage de personnes qui veulent avoir absolument un traitement à base de stimulants ou autre. Donc, et le fait déjà de faire un diagnostic, j'ai passé petit à petit sur la question de la prise en charge, c'est vrai que ça va permettre, c'est pas parce qu'on fait le diagnostic qu'on va donner un traitement, évidemment, c'est... À 4 minutes, justement, je vais faire. Ça, c'est le fait de ne pas avoir... Alors, je vais vite passer. En tout cas, le fait d'avoir connaissance de cette problématique, ça permet d'avancer sur un certain nombre de choses, notamment de déculpabiliser par rapport à ce qu'on ressent ou les comportements qu'on a pu avoir. Je ne sais pas comment j'ai fait en 4 minutes. Donc, en tout cas, ce qu'on peut retrouver dans la consommation de produits chez nos patients TDAH, il y a surtout 2 éléments, en tout cas, qu'on retrouve le plus souvent, et dans les études et dans la pratique. C'est l'automédication. Je prends un produit qui me calme, qui me permet de me concentrer, qui me permet de mieux gérer mon impulsivité. La question aussi de la recherche de sensations chez les usagers quand même qui ont cette dimension-là, je recherche sensation, donc je vais consommer des produits. Il y a surtout ces 2 dimensions qui sortent. Moi, dans la prise en charge, alors automédication qu'on retrouve aussi évidemment dans les troubles de l'usage de substances, mais au-delà du plaisir et au-delà des prises de risque, il y a aussi cette dimension-là qu'on retrouve quand même régulièrement. J'avais fait tout un petit panel par rapport à... Je trouve que on retrouve quasiment tous les produits et les comportements aussi sans substance tous les produits qui peuvent participer qui peuvent intéresser nos patients qui ont un TDAH. Ça peut être le cannabis. Quand vous avez des jeunes qui fument beaucoup de cannabis, interrogez-vous sur cette dimension-là, surtout s'ils sont impulsifs, s'ils sont un peu très actifs. Le cannabis, ça calme, ça canalise. Alors évidemment, au bout d'un moment, non, ça ne marche plus, mais enfin, en tout cas, au début, ça fonctionne. L'alcool aussi, mais c'est plus sur la dimension de l'impulsivité. Évidemment, la cocaïne sur son élément paradoxal. Donc moi, je vois pas mal de patients chemsexeurs aussi. Donc il y a cette question aussi de tous les autres amphétaminiques ou proches amphétamines, hein, tout ce qui est stimulant. Donc toujours s'interroger, mais ce n'est pas le cas de tous les gens qui prennent des amphétamines, on est bien d'accord. Les opiacés aussi, on a tendance à les oublier, notamment la question du tramadol chez les jeunes. Moi, on a quelques patients là qui sont arrivés, tramadol, crise d'épilepsie, etc. Et au final, il y avait un TDAH qui était derrière.
je voulais faire un cas clinique sur un jeune patient de 22 ans qu'on a d'abord mis, parce que aussi, bon, juste, encore 2 minutes, du coup j'ai un peu réduit, mais sur à quel moment alors il y a toute la prise en charge évidemment hors médicamenteuse, j'ai pas le, bon, mais il y a aussi cette prise en charge médicamenteuse, à quel moment on peut donner un traitement stimulant à des patients qui ont des problèmes d'addiction. Moi je pense que c'est au cas par cas. Il faut voir à quel moment est le patient. C'est vrai qu'on travaille avec quelqu'un qui a une trajectoire. Des fois, on le voit à un instant T, c'est pas du tout le moment. Il a besoin de se défoncer, excusez-moi du terme. Il a besoin d'oublier ses problèmes. Donc, on va travailler peut-être plus autour de ça. Et en travaillant TDAH, mais peut-être pas mettre tout de suite le traitement par Concerta. Et dans l'évolution, et même s'il consomme encore, on peut aussi introduire du Concerta. C'est-à-dire, c'est à quel moment c'est sécure ou ça l'est pas. Moi, j'avoue qu'aussi, ce qui est important aussi, je crois que c'est vrai pour toute la prise en charge addicto, et notamment pour les TSO, c'est qu'il faut voir les gens souvent. C'est vrai que nous, au début, on les voit toutes les semaines, il faut pouvoir évaluer avec eux. Est-ce que, d'abord, pour l'évolution du dosage, mais aussi juste, est-ce que je m'ésuse, est-ce que je ne m'ésuse pas, est-ce que j'ai... Tout ça, c'est important, mais c'est vrai que si vous voyez les gens fréquemment, il y a moins, même si au début, forcément, il y a du mésusage, comme d'ailleurs avec d'autres médicaments et d'autres traitements, c'est pas la majorité. Moi, je vois qu'en les voyant de manière serrée, en leur donnant aussi une délivrance à la semaine, voilà. Et puis moi, je leur dis, mais il n'y a pas de chevauchement. C'est pas comme un TSO. S'il n'y a pas d'opiacé, il va être en manque. Là, non. Donc, ça responsabilise aussi l'usager. Et on essaie de comprendre ensemble ce qui va faire qu'il il mésuse. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez fréquent, en fait. Hein. Donc, je pense que ouais, parce que cet usager dont je voulais vous parler, il a vraiment on l'a mis d'abord sous buprenorphine et maintenant sous Concerta. C'est vrai que ça tient bien. Lui, son idée, c'est que Concerta, il a envie de le garder, et la Bupré, il veut la baisser. Parce qu'il dit, moi, je prends tramadol, mais il ne se sent pas. Et on est en train de baisser la Bupré de manière assez... ça n'a pas l'air... en tout cas, ça se passe plutôt bien. Voilà. Mais c'est vrai que quand on a commencé, parce qu'il voyage, évidemment, il n'était jamais là. Bon, voilà, un patient TDAH, quoi. Il a commencé à mésuser. Donc, de temps en temps, il en prenait trop. Donc, on a resserré la prise en charge, et ça se passe mieux. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il sera plus stable, on relâchera aussi. Et tout ça, évidemment, complété la psychothérapie. Moi, je ne donne pas un exemple de psychothérapie. Il y en a qui parlent de TCC. Bon, moi, c'est pas. Moi, je fais plus thérapie plutôt intégrative. On parle de son histoire. D'autres moments, on donne des vraies stratégies. On mixe un peu les types de thérapie. Après, ça dépend aussi, je pense, du thérapeute et surtout de l'usager. Et juste une dernière chose, après j'arrête, parce que je ne vois pas de choisir. Il y a des études qui nous disent que ça arrange, je ne sais pas, ça améliore trop la consommation de produits de traiter le TDAH. Moi, je m'interroge, en fait, toutes ces études, quand on les lit, un des critères, c'est l'abstinence. Moi, quand j'ai des usagers qui arrivent, qui ont 22 ans, qui à la fois aussi ont envie de s'amuser, qui en plus ont des problèmes d'addiction, en fait, si on arrive à voir ensemble, lui il me dit, moi j'aimerais juste faire la fête une fois de temps en temps, ok, il n'est pas abstinent, mais bon, s'il arrive à faire la fête une fois de temps en temps, le week-end, il décide un peu à quel moment ça fonctionne, le reste du temps, il tient bien. Pour moi, ça agit réellement en tout cas sur moins consommer, ça c'est sûr, sur moins d'anxiété, sur aussi, j'en discutais avec des usagers qui ont ce traitement, sur le fait il y a moins de craving aussi quand il y a ce traitement-là, sur des patients TDAH, bien sûr. Et je sais qu'à Marseille, il y a eu beaucoup de soucis à un temps donné. Ça a été donné, moi j'étais pas encore arrivée, en substitution de la cocaïne, ce qui peut être une idée, mais elle ne peut être que bonne, à mon avis, si vous avez un vrai TDAH en face et un suivi qui est serré. Je pense, voilà. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup Muriel. Moi je suis ravi que vous ayez oublié vos diapos. Assez frustré d'avoir dû vous arrêter dans votre élan parce que je pense que c'est une excellente introduction à notre après-midi puisqu'en fait avec ce truc très narratif finalement vous avez regroupé pas mal d'éléments un peu basiques si on peut dire mais très clairs autour de TDAH et addiction. Donc ça je pense que c'est une excellente introduction. Et du coup avant de passer à quelques questions, on a 7 minutes pour les questions avant de passer à Louise Carton. J'invite les orateurs et les oratrices suivantes. Peut-être s'il y a des diapos un peu de généralité, de prévalence, etc. Enfin, il y a des sujets qui ont déjà un peu peut-être été couverts par Muriel. Donc, peut-être aller un poil plus vite dans les introductions pour aller dans le vif de vos sujets. Si jamais il y avait des diapos un peu générales, de rappeler, etc., etc. On a l'occasion d'en discuter et vous aurez l'occasion aussi, même individuellement, de nous interpeller, chacun sur des points plus précis. Est-ce qu'il y a des questions, en tout cas dans la salle? Oui.
Muriel, parce que c'est un vrai sujet. Donc, je travaille en fait avec des docteurs que je oriente. Et la question du TDAH, effectivement, c'est un sujet qui est très souvent relevé. C'est un sujet avec les personnes que j'accompagne qui est caressé, qui est abordé souvent avec les soignants. Le problème auquel on se pose, c'est que les psychiatres à Marseille qui accompagnent les TDAH adultes, il n'y en a pas. Il y avait le service de professeur Lançon qui a fermé en tant que tout ça, et qui a mis les patients dehors. Donc en fait, on se trouve un peu dans une situation un peu embêtante, on se retrouve avec des gens qui ont un pré-diagnostic, on va dire, et qui ont envie d'aller plus loin, voir des personnes qui ont un diagnostic qui faudrait avoir suivi, et pour lequel c'est assez difficile, et notamment le premier problème auquel on touche, c'est le fait que le traitement, en fait, comme tu l'as dit, c'est souvent la condition qu'il n'y ait pas de consommation derrière, en particulier sur la forme rétablie, sur la forme concertable. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution peut-être, je ne sais pas, pour essayer pour nous en tant que travailleurs sociaux, d'entrer en contact avec des psychiatres, je ne sais pas, qu'est-ce que voilà, c'est une première pas. C'est un peu tout l'idée de la coordination aussi nationale, c'est de pouvoir petit à petit avoir un vrai réseau qu'on puisse orienter. Moi, c'est vrai qu'avant, il y avait le service de... Alors, il fait toujours les diagnostics, ils font toujours les diagnostics, hein, ça c'est... Alors, diagnostic, je crois que c'est pour tous les Marseillais, que j'en ai encore orienté. Alors moi, sur Aix, effectivement, du coup, je fais le diagnostic de certains, mais moi, il faut qu'ils soient addicts, enfin, autre chose, mais c'est vrai on organise maintenant des réunions tous les 2 mois d'analyse de pratique, enfin d'échanges plutôt cliniques, pour que d'autres psychiatres puissent s'autoriser à faire. Après, moi en plus, je suis pas non plus, moi ça fait quelques années à peine que donc je suis pas, je forme pas les gens, je peux juste échanger ensemble et je leur dis qu'il faut oser quoi. Après, quand on échange, on n'est pas tout seul, mais c'est un peu au début quoi. C'est vrai que c'est compliqué là Après, et en plus, il faut trouver aussi, quand les gens sont stabilisés, idéalement, ce serait de pouvoir les orienter aussi en ville, quand il n'y a pas de problème d'addiction, qu'il n'y a pas de problème particulier, pour que le médecin généraliste puisse aussi prescrire tous les mois pour des gens qui sont stabilisés, il n'y a pas de raison, et qui ne cherchent pas mais ça aussi, c'est pas. On a quelques médecins seulement à qui on peut orienter, mais ils sont encore trop peu nombreux. C'est une question qui mériterait. Enfin, on pourrait y passer la semaine en fait. Donc la coordination sert à ça, la Société française du TDAH sert à ça aussi. Il y a l'idée d'établir des formations qui permettront d'identifier aussi des praticiens dont on estime qu'ils auront à peu près les compétences, parce que ce ne faut pas non plus sur les TDAH relativement classiques. Enfin, il n'y a pas besoin d'être dans un grand CHU avec une armada, comme tu disais, pour faire le diagnostic, pour prescrire. Nous, à Paris, à l'hôpital Fernand-Vidal, on a pas mal de collègues. En gros, une fois c'est comme l'eau à 17 degrés pour moi ce midi, c'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré un peu dedans, il y avait pas mal de courant, mais enfin, je veux dire, à Port-Vieux, c'était tout à fait baignable. Le Concerta, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on y a mis un peu les pieds, finalement, ça se passe très bien. Le diagnostic, c'est vraiment l'étape essentielle. Voilà. Et après, c'est vrai que ça rame. Moi, j'ai quelques patients de ma file active qui ont cherché sur Paris les spécialistes du TDAH, et puis certains leur ont dit vous avez le docteur ici, sinon oui, mais en fait il me suit déjà, que ça m'intéresse pas, je voulais un autre moi. Donc bon. Voilà, donc sur Paris aussi, en fait c'est pas si simple, et en fait il y a pas mal de libéraux qui s'en occupent depuis longtemps, et sûrement dans d'autres villes aussi. Et en fait, j'allais dire, ils s'en vantent pas. Je crois que c'est le professeur Roland qui me racontait qu'à Lyon, qui est addictologue aussi, au départ psychiatre addictologue, une fois qu'il avait ouvert leur évaluation à tout TDAH, il n'est pas là, j'espère que je transcris bien ses propos, et pas juste avec addiction, enfin il dit que c'était plus gérable, le nombre. Parce que je vous apprends ou je vous rappelle qu'on est à 3% de la population générale adulte, donc générale c'est une population qui va bien, qu'on tire au sort, représentatif d'une population standard. Il y a 3% des adultes qui ont les critères de TDAH sur des prévalences assez conservatrices, pas sur des chiffres vraiment surélevés. Donc 3% des adultes, c'est beaucoup. Et donc c'est vraiment une question de formation. Il y a un article récent de quelqu'un qui est une psychiatre, antipsychiatre, c'est assez étonnant, mais américaine, qui fait des articles, donc c'était antidépresseur récemment. Et puis en cherchant un peu de biblio, je suis tombé sur le fait que le TDAH n'existait pas, etc. Et que c'était une invention, la fameuse invention de l'industrie. C'est toujours la même. Johanna Moncrief, pourquoi ne pas la citer, de toute façon, comme elle veut faire le buzz, faisons-lui le buzz. Donc voilà, ça c'est des choses qui font... Et par contre, voilà,
quelques éléments de surdiagnostic possibles en cas d'addiction. Ça, évidemment, il faut être très vigilant et le fait de répéter les évaluations, c'est important. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'autres réponses. Formation, et puis, en fait, c'est probablement une fois qu'un large panel de praticiens dans un endroit donné, dans un territoire donné, auront osé s'afficher, bah oui, moi je peux prendre quelques dizaines, par exemple, de patients et continuer le traitement, etc. Bah, c'est là qu'aussi d'autres vont oser dire, ah bah oui, t'en vois aussi, ah bah, oui, bah, je peux en voir aussi. Alors comme ça, chacun va se partager les quelques centaines ou quelques milliers qui sinon iront à un seul endroit. Et ce qui est beaucoup dit aussi dans les travaux qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que les centres d'expertise, ça commence un peu à fleurir, et puis il y a de l'argent à la clé, donc on est beaucoup à s'y intéresser, mais dans les CHU, et c'est normal. Mais après, ce qui nous manque, c'est les centres un peu de niveau 2, c'est-à-dire les spécialistes de terrain, en fait. Hein, c'est pas les grands spécialistes, en fait, il y en a. Enfin, on est en train de se rassembler et tout, ça va marcher, ça. Mais il nous manque des spécialistes de terrain, voilà, qui peuvent en recevoir une grande partie, renouveler, et puis après, encore déléguer après à des personnes. Donc ça, c'est très important. Donc, la question que vous posez, elle est... voilà. C'est la seule réponse que je peux faire, qui n'est pas vraiment une réponse, pour le coup. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour, docteur Rosier. Je suis pédopsychiatre de formation, donc je suis membre de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées. Je suis spécialiste dans le TND, donc dans les troubles du neurodéveloppement, du TSA aux troubles des limites intellectuelles, TSR, et je suis aussi addictologue, donc je suis à la tête d'un hôpital de jour d'addicto à Pau, qui a été ouvert il y a 4 ans par l'ARS, sur un projet, voilà, tel qu'il peut être designé, où on a mis tout ce qui venait de la THS, de Hyper Super, de tous les gens de Marseille, de partout, qui faisaient des choses cohérentes. Et c'est vrai que la réalité qu'on a sur le terrain, alors c'est qu'on a un médicament efficace, comme l'insuline est efficace dans le diabète. Hein. On a une maladie chronique, c'est des troubles des fonctions exécutives, un problème d'attention, un problème d'impulsivité, un problème de mémoire de travail. Et par la suite, pour le coup, on a des centres experts, un peu comme dans le cadre du TSA. Hein. On avait des CRA, maintenant ils sont saturés. On fait des diagnostics à 1 an et demi qui sont cliniques et évidents. Enfin, en une demi-heure, on en parlait avec Simon, on est sur des services similaires. En addicto, on les voit, les patients TDAH. On les voit arriver. Moi, la question que j'avais pour ma collègue, c'était la question des troubles de l'attention. Parce que moi, le premier signe que je repère chez les patients adultes qui arrivent en addictologie, c'est pas de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, c'est des troubles attentionnels majeurs, c'est-à-dire de la planification, de l'organisation, du quotidien, avec une surcharge mentale énorme qui fait qu'ils n'arrivent pas à venir à leur traitement, à leur rendez-vous au CMP, qu'ils n'arrivent pas à avoir les stands sociales, qu'ils sont en galère avec les éducateurs, qu'ils n'arrivent pas à planifier. Donc toutes les thérapies d'activation comportementale, de réduction aussi des dommages sont importantes. Donc je pense que c'est la même chose sur Aix, que je voyais opiner du chef, hein, cette réalité-là. Donc votre question, c'est de faire préciser à Muriel Grégoire par rapport à ce qu'elle disait, est-ce qu'elle aussi, elle a Si l'impression qu'il y a aussi un point d'appel, y compris en addictologie adulte, oui, important de troubles de l'attention? Moi, je trouve. Alors c'est vrai que c'est déjà écrit dans des articles sur les femmes. Alors, déjà, les femmes, vraiment d'autant plus chez les femmes où il y a moins d'hyperactivité qui est rapportée déjà dans leur enfance. Alors, il y en a certaines où il y a, mais globalement, quand même moins que les garçons. Mais oui, effectivement, avec moi, les personnes que je vois, c'est plus ça dont ils se plaignent, plus que le côté en fait hyperactif. Et avec ces stratégies très rigides de compensation qui sont parfois aussi plus le point d'appel, à mon sens, parfois chez l'adulte, que le trouble de l'attention en lui-même, c'est le côté non, je loupe aucun rendez-vous, mais avec combien d'agendas? J'ai 5 agendas. Par contre. Ça, c'est vraiment. Donc, c'est encore le côté masqué avec les stratégies de compensation. Où on se dit, bah non, finalement, il ne loupe pas les rendez-vous. Et en fait, avec un prix, comme vous disiez, de surcharge mentale, je crois qu'aussi Amandine en parlait, c'est un coût énorme. On va passer la parole à Louise Carton. Merci beaucoup. Et merci Muriel pour cette histoire que tu nous as racontée. Pardon? Si tu peux demander le micro mobile. Tu peux avoir le micro? Merci. Donc, Louise Carton est maître de conférence, praticien hospitalier, psychiatre addictologue à l'Université de Lille. Et elle va nous parler d'une partie de ses travaux sur des corps d'étudiants. Je crois que ce n'est pas les premiers que tu mènes. La prise de psychostimulants chez les étudiants, qui est fréquente, on va dire, serait-elle en lien avec des troubles attentionnels? Un trouble attentionnel, pardon. Étude qui s'appelle Petra. Bonjour à tous et merci aussi à la THS de recevoir cette session de la coordination nationale. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous présenter cette étude qui portait sur les étudiants, alors qui était un peu régionale puisqu'elle a été conduite à Lille, mais on verra que cette étude a d'autres perspectives.
Alors, des liens d'intérêt qui s'arrêtent en 2020, mais j'ai quand même mentionné. Et en introduction, ce ne sont pas des données de prévalence, Romain, je te rassure. Directement dans le sujet, donc les étudiants sont une population à risque d'avoir des conduites addictives, et ce pour plusieurs raisons. L'anxiété de performance en relation avec les pairs, les nouveaux contacts sociaux, notamment à l'occasion de soirées d'intégration ou autres fêtes, et également la pression des pairs de voir d'autres personnes consommer qui vont nous inciter à consommer. Alors, parmi les substances consommées par les étudiants, en fait, vous en avez différentes en fonction de l'effet qui va être attendu. Vous allez avoir plutôt certains étudiants qui vont consommer des substances plutôt sédatives pour répondre à des difficultés en lien avec l'anxiété. D'autres étudiants vont pouvoir consommer des substances dites psychodysleptiques ou dissociantes, notamment lors de soirées, pour avoir un effet plus hallucinogène. Et il y a également donc cette question de la consommation de psychostimulants chez les étudiants. Alors, parmi les psychostimulants, de quoi on parle? Eh bien, on peut répartir les psychostimulants en 3 grandes catégories. On a ceux qui sont disponibles en vente libre, les boissons énergisantes, le tabac et la sulbutiamine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est assez rare, mais que certains prennent, qui est de la vitamine B1 en gros. On a les psychostimulants sur ordonnance avec les corticoïdes qui, oui, ont des propriétés stimulantes, le méthylphénidate et le modafinil, ainsi que le pyracétam qui est là masqué par l'image. Et enfin, dans les substances illicites, vous le savez, donc tout ce qui est amphétamine, méthamphétamine, cocaïne et MDMA. Alors, parmi les motifs qu'on peut évoquer sur cette consommation de psychostimulants chez les étudiants, on peut se poser la question d'un usage récréatif lors de soirées étudiantes, comme j'en parlais avant, de celle d'un dopage cognitif pour pouvoir être à niveau par rapport aux autres pairs, dépendant des études, du niveau et de l'ambiance générale dans lesquelles ils évoluent. Mais on peut également se poser la question de l'automédication, c'est-à-dire est-ce que les étudiants vont prendre des psychostimulants parce que finalement au départ ils ont un trouble attentionnel qui fait qu'ils vont se retrouver plus en difficulté par rapport à leurs études et vont ressentir un besoin plus important d'aller consommer ces produits. Alors, en ce qui concerne juste les consommations de psychostimulants, mais au niveau chez les étudiants, donc au niveau international, les prévalences sont très très variables, mais ça dépend de la méthodologie, du pays. En fonction de la législation, l'obtention, l'accès aux médicaments, il peut être très différent. Donc on a une prévalence qui s'étend de 7% à 39% dans la littérature. Et en France, on a des études qui retrouvaient donc des données de 67,4% des étudiants en médecine et pharmacie qui avaient utilisé des psychostimulants au moins une fois dans les 12 derniers mois, donc plus de 2/3, mais on est dans ces études particulières que sont les études de pharma et de médecine. Et en 2015, la même équipe qui retrouvait 33% des étudiants en médecine et internes qui avaient rapporté la prise de psychostimulants. Donc l'objectif de notre travail, c'était de décrire, d'avoir une version actualisée de la prévalence de consommation de substances psychoactives en population étudiante, notamment les substances psychostimulantes, et d'évaluer le lien avec un éventuel TDAH qui serait non diagnostiqué. Alors pour ça, on a conduit une étude par auto-questionnaire qui a été envoyée par email à l'ensemble des étudiants de l'Université de Lille. Cette étude a été conduite en 2021, donc il y a maintenant il y a un peu plus de 2 ans, et qui a été conduite aussi à cheval sur le 3e confinement, ce qui a pu quand même biaiser les résultats puisque les étudiants étaient un peu essoufflés des cours en visio, des choses qui sont reportées, de la réadaptation, des réformes, etc. Les étudiants ont été interrogés sur leurs caractéristiques sociodémographiques générales, l'âge, sexe, revenus, logement, mais on leur demandait également de s'auto-évaluer sur le plan familial, amical et financier. Est-ce qu'ils se sentaient bien entourés? Est-ce qu'ils se sentaient à l'aise sur le plan financier? Et on les a également interrogés sur leur parcours académique, donc le type et l'année d'études, et l'auto-évaluation de leur situation académique. Est-ce que finalement ils se sentent plutôt bien dans les études dans lesquelles ils sont. L'usage de substances psychoactives au sens large a été interrogé, avec le type de substance, fréquence, motif de consommation, sentiment de dépendance. Et pour l'évaluation des symptômes de TDAH, on a repris classiquement, comme décrit dans d'autres études et comme ce qui est conseillé en pratique pour le dépistage,
la SRS à 6 items pour l'évaluation des symptômes à l'âge adulte et la bourse pour l'évaluation des symptômes pendant l'enfance, un sujet étant considéré comme ayant des symptômes de TDAH quand il avait les 2 échelles positives. Alors qu'est-ce qu'on a retrouvé? Donc la population d'études, on a eu 4400 étudiants qui ont répondu, avec une médiane d'âge de 20 ans. La majorité était des femmes, 74%, mais ça, ce qui est assez cohérent, puisqu'à l'université, il y a 61% de femmes qui étaient inscrites. Donc finalement, on est dans un sexe ratio qui n'est pas si éloigné de la population inscrite. La majorité était célibataire, et concernant les auto-évaluations familiales, sociales et financières, on était entre 7 et 8, donc ce qui est plutôt correct. Maintenant, si on reprend les caractéristiques académiques des étudiants, on avait une assez bonne répartition entre différentes filières, donc à peu près un quart en santé et sport, un quart en sciences humaines et sociales et un peu moins en droit, économie, gestion et sciences et technologies. La plupart des répondants étaient dans leurs 3 premières années d'études, avec un tiers qui était en première année d'études. Donc là, ce qui est important de noter ici, c'est que finalement, dans les échelles d'auto-évaluation, c'était le sentiment de satisfaction au sein des études qui était le plus bas par rapport aux autres échelles. Donc déjà, cette première chose, elle posait question. Et ensuite, si on reprend l'usage des substances donc psychostimulantes depuis la première rentrée universitaire, on retrouvait 40% des étudiants qui déclaraient avoir consommé du tabac, 40% qui déclaraient avoir consommé des boissons énergisantes. Donc ceci est une boisson énergisante. Je n'ai pas trouvé d'image libre de droit. J'ai essayé de faire une petite icône. Bon. On m'a dit que ça ressemblait plus à une batterie qu'une boisson énergisante, mais bon, soit. L'idée est effectivement la même. Et la sulbuthiamine, que les étudiants visiblement ne connaissaient pas trop non plus, puisqu'ils étaient 0,6% à en consommer. Parmi les médicaments, 8,5% rapportaient des corticoïdes, 0,2% du piracétam, donc très peu aussi pour le piracétam. Pour ce qui est MPH, donc méthylphénidate, on avait 0,7%, donc ce qui est assez peu aussi, et modafinil à 0,4%, ce qui est assez peu aussi, par rapport à, par exemple, benzo-opioïdes, dont on retrouvait un usage de 20% à peu près dans la même population. Par contre, quand on questionnait sur les substances illicites, là, on en avait 8% qui rapportaient avoir pris de la coke, 6,5% de la MDMA, 5,5% des amphétamines et 1,5% de la méthamphétamine. Comme je vous le disais, les étudiants étaient également interrogés sur un éventuel sentiment de dépendance. Alors là, les chiffres sont un peu décalés, mais parmi ceux qui avaient consommé du tabac, donc 52% rapportaient avoir déjà ressenti un sentiment de dépendance par rapport à cette substance, ce qui est assez conséquent si on considère que ce sont quand même une population jeune, hein, vu que la majorité est dans leurs 3 premières années d'études. 8% rapportaient quand même avoir déjà ressenti un sentiment de dépendance par rapport aux boissons énergisantes, 7% pour la sulbuthiamine. Ensuite, on retrouvait des prévalences à 6% pour les corticoïdes, ce qui n'était pas non plus trop élevé. Pour le piracétam, 11%. Méthylphénidate, modafinil, après avoir ce qu'on entend par sentiment de dépendance, puisque ce sont des traitements médicamenteux, donc ça pose un peu question sur ce que les personnes entendent. Et pour tout ce qui est... Alors, j'ai les chiffres qui sont masqués. On avait des prévalences, je crois que c'était 20 ou 30% pour la cocaïne, 12% pour les amphétamines. Pour la méthamphétamine aussi, c'était assez important. Enfin, les sentiments de dépendance, c'était le plus important pour, en tout cas, tout ce qui est substances illicites. Parmi les motifs de consommation, donc certains étudiants rapportaient consommer du tabac et des boissons énergisantes pour la recherche d'un effet récréatif et aussi cet effet d'aide à la concentration et à la vigilance. Concernant les médicaments sur ordonnance, donc le traitement médical était évoqué dans 92% des cas pour les corticoïdes, ce qui est plutôt logique. Par contre, seulement 2/3 des usagers de méthylphénidate rapportaient qu'il s'agissait d'un traitement médical. Donc ça veut dire qu'un tiers d'entre eux consommaient le méthylphénidate en dehors de toute prescription ou tout suivi médical. Et pour le modafinil, 31% rapportaient un traitement médical, donc ça veut dire que 2/3 des usagers de modafinil le font sans traitement, enfin sans ordonnance, pardon. De manière assez logique et attendue, l'aide à la concentration, l'amélioration de la vigilance et de l'éveil étaient retrouvées pour ces médicaments. Par contre, par rapport à la question du mésusage, etc., la recherche d'un effet récréatif était quand même très peu rapportée.
Par contre, certains déclaraient l'usage à visée de perte de poids et à visée d'expérimentation. Enfin, pour ce qui concerne les substances illicites, l'effet récréatif, l'expérimentation était rapportée, mais aussi, et pas en moindre prévalence, une aide à la concentration et une amélioration de la vigilance et de l'éveil, donc ce qui peut poser la question d'une automédication. On a également essayé de comparer l'usage de ces produits en fonction de la filière d'études. Et donc parmi les produits en vente libre, en gros, la majorité des produits étaient plutôt plus consommés par les filières sciences humaines et sociales et arts, langue et littérature, pour tout ce qui est tabac, amphétamine, MDMA, cocaïne, amphétamine et méthamphétamine, alors que la sulbuthiamine, qui est plutôt de la vitamine B1, donc on peut se dire qu'en sport ou en santé, il y a peut-être un objectif autre qui est recherché, ressortait plus dans cette population, bien qu'à très faible prévalence. Et pour les autres substances psychoactives non psychostimulantes que j'ai présentées ici, comme les benzos par exemple, c'était aussi plus consommé en sciences humaines et sociales, arts, langue et littérature. Il me reste... Il te reste idéalement 5 minutes. Parfait. On a ensuite regardé les facteurs associés à l'usage de psychostimulants chez les étudiants. Donc pour les psychostimulants en vente libre, donc tabac, boissons énergisantes, on avait le sexe masculin, le fait d'avoir un âge plutôt entre 21 et 25 ans, le fait d'être en couple, la filière d'études, une auto-évaluation financière plus négative était associée à une moindre consommation de psychostimulants en vente libre, et on retrouvait des consommations associées à type d'alcool, cannabis et psychostimulants illicites. À noter également que la consommation de psychostimulants, mais finalement quelle que soit la catégorie, était associée à un suivi psychiatrique. Parmi les psychostimulants sur prescription, il n'y avait pas de différence significative en fonction du sexe. Par contre, ils étaient significativement plus âgés, et on retrouvait également des consommations associées, mais qui n'étaient pas les mêmes que ceux qui consommaient des produits en vente libre. Ici, on avait plutôt une consommation de médicaments ou un usage de médicaments opioïdes et de psychostimulants en vente libre. Donc on parlait tout à l'heure des médicaments opioïdes qui peuvent aussi être mésusés. Chez les étudiants, il y a aussi le côté purple drunk qui a fait son effet à un moment donné avec la consommation de codéine, de sirop codéiné, etc. Et parmi les psychostimulants illicites, donc on retrouvait le sexe masculin qui était plus associé, le redoublement, donc que ce soit 1 année ou 2 années ou plus, et des consommations associées d'alcool, cannabis et psychostimulants. Alors si on regarde maintenant la prévalence de troubles attentionnels, en tout cas de symptômes de TDAH, donc tout psychostimulant confondu, on avait une prévalence à 1/4 des étudiants qui consommaient des psychostimulants toutes catégories, versus 8,4% chez les non-usagers. Et si on prend catégorie par catégorie, on avait 16% pour ce qui concerne les psychostimulants en vente libre, 18% pour les médicaments psychostimulants et 18,9% pour les psychostimulants illicites. Ces données étant bien sûr issues d'échelles de dépistage et d'auto-questionnaires, donc ça ne suffit pas à poser un diagnostic de TDAH, mais ça pose quand même question sur le fait d'aller plus loin dans cette population. Et les différences étaient significatives entre ces différences de prévalence. Alors, ça pose la question, cette association entre prise de psychostimulants, quelle que soit la catégorie, et symptômes de TDAH, ça pose la question d'une automédication. Est-ce que, finalement, les étudiants ne vont pas consommer pour, comme je le disais au début, essayer d'atténuer un peu les symptômes, mais ça pose également la question de symptômes psychocomportementaux induits par la consommation de substances, puisqu'on sait que la consommation de substances psychoactives ou psychostimulantes, ça peut induire des troubles attentionnels, ça peut majorer de l'impulsivité, ça peut aussi conduire à biaiser les diagnostics de TDAH. Et c'est pourquoi on a fait aussi une analyse en utilisant les sujets qui avaient une ASRS positive, donc la présence de symptômes à l'âge adulte, et on a regardé ceux qui présentaient uniquement une échelle positive à l'âge adulte, mais sans avoir les symptômes pendant l'enfance. Donc finalement, si on part du principe que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental et qu'il n'y a pas de symptômes
du tout pendant l'enfance, on pourrait se dire que cette population-là serait plus en lien avec des symptômes psychocomportementaux. Encore une fois, bien sûr, ce n'est pas parfait, ça reste des études, donc ce sont des échelles. Et on a retrouvé finalement qu'en prenant en compte ASRS+, donc VURS-, on n'avait pas d'association pour ce qui est psychostimulant en vente libre et médicaments psychostimulants. Et par contre, on avait une association pour les psychostimulants illicites. En conclusion, cette première étude nous a permis de faire un état des lieux préliminaire de la consommation de substances psychoactives dans la population étudiante, donc à Lille. En termes de psychostimulants, les substances les plus représentées en vente libre étaient le tabac, les boissons énergisantes, les médicaments tels que les corticoïdes, mais finalement, il n'y avait pas de signe franc de mésusage, puisque dans les faits, puisque la majorité était rapportée dans le cadre d'un traitement médical, et peu d'effets récréatifs étaient quand même décrits par rapport à d'autres études antérieures qui disaient que les corticoïdes pouvaient être mésusés facilement. Mais ça, encore une fois, ce serait à approfondir. Et on trouvait également une prévalence non négligeable de cocaïne, MDMA et amphétamine. On retrouvait des différences entre les filières d'études, ce qui peut guider un peu les campagnes de prévention dans certaines populations, et donc ce lien entre psychostimulants et troubles attentionnels. Donc guider les mesures de prévention à la fois en termes de dépistage de TDAH, mais également en termes de prévention de la consommation de substances psychoactives en ciblant les populations plus à risque. Alors, cette étude, pour justement avoir une vision un peu plus globale et nationale, cette étude a été reconduite là cette année en 2023, donc en élargissant l'échantillon aux universités de Bordeaux, Grenoble et Paris. Et les résultats sont en cours de traitement, mais ça permettra de suivre l'évolution de la consommation de psychostimulants, et notamment avec l'élargissement des réglementations du méthylphénidate, voir si les données de prévalence ou d'usage vont augmenter par rapport aux données de 2021. Et pour finir, donc, je remercie l'équipe avec qui j'ai travaillé, donc le professeur Régis Bordet, Axel Bastien, Clément Caron, Charlotte Thomas, Thibaut Donden, Nathalie Chéreau, Sophie Moreau et l'équipe, le réseau d'addictovigilance nationale. Un grand merci Louise, c'est hyper clair et très intéressant. Et je ne sais pas si tu nous as dit combien il y avait d'étudiants en gros que vous aviez contactés par rapport aux 4400 qui avaient participé. Alors on a un taux de réponse à 6%, il y a 70 000 étudiants à Lille. Et ce qui est pas mal, c'est que de toute façon l'échantillon final il est quand même bon et que visiblement vous avez gardé un peu de représentativité quand même en termes de filière. Et donc ça c'est important pour l'interprétation des résultats, parce que dans les enquêtes évidemment c'est ce qui... Donc vraiment... Oui, la répartition entre les filières était collée à l'inscription au niveau des... Oui, le genre, les filières aussi. C'est hyper utile pour interpréter les résultats tranquillement. Est-ce qu'il y a des questions pour Louise? Amandine? Ah bah, alors l'alcool, je ne l'ai pas présenté ici parce qu'en fait on ne l'a pas inclus on l'a pas inclus ici dans les psychostimulants stricto sensu parce que c'était biaisant, mais au niveau de l'alcool, on avait des consommations 80%, donc là, rapporté avoir consommé de l'alcool depuis la première rentrée universitaire, et 13% avaient déjà ressenti un sentiment de dépendance, ce qui là est aussi assez inquiétant, parce que 13% des étudiants, de jeunes, dont la médiane est de 20 ans, qui ont déjà ressenti un sentiment de dépendance par rapport à l'alcool. Alors je sais bien que c'est le Nord, mais quand même, ça pose un peu question. Mais effectivement, alors l'alcool, c'est... Mais l'alcool, c'est bien à peu près la seule substance, les benzodiazépines peuvent faire ça, mais qui est aussi psychostimulante que sédative en fonction, alors on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs, des fois, mais des quantités, de la dose, de l'état dans lequel on est, de si c'est un alcool plus ou moins fort, etc. Donc l'alcool a cette particularité, on ne sait jamais où la classer. Mais rien qu'au niveau addicto, déjà l'étude elle est quand même intéressante, hein, puisque sur les âges de début habituels en population générale, du début des troubles de l'usage, on est quand même, pour l'alcool, on est quand même plutôt à 25-30 ans, là c'est même si c'est déclaratif. Juste 5 secondes sur les échelles avant de passer la parole à d'autres questions. Le diagnostic du TDAH, il est clinique, mais il ne faut surtout pas se priver de la SRS et de la VURS en dépistage en situation d'addiction, puisque c'est un des seuls troubles où les échelles sont utiles. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, moi j'ai pas mal travaillé sur le trouble bipolaire. Les échelles de dépistage du trouble bipolaire en situation addictologique, elles n'ont aucune utilité. Alors, leurs propriétés sont complètement catastrophiques. Or, ASRS et VURS, la VURS 25, hein, pas la 60, mais je pense la 60 on ne la trouve plus, mais reste utile pour le dépistage. Après, il faut une DIVA et la clinique et répéter les entretiens, mais
Je voulais juste faire cette précision parce que il n'y a pas beaucoup de situations de double diagnostic potentiel dans lesquelles les échelles sont utiles que les addictions, y compris actives. Donc là, il ne faut vraiment pas s'en priver. Elles sont quand même utiles. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louise? Oui. Merci pour cette super présentation. La même chose, je suis médecin gynécologue. Il y a des chiffres plus importants de recours à la cocaïne et aux substances illicites par rapport aux méthamphétamines. Est-ce qu'on les explique par une disponibilité plus aisée des substances illicites dans le milieu étudiant? Parce que je me rappelle d'une bibliothèque pleine de boîtes d'ordinateurs. On pouvait presque en vente libre à l'époque. Et le pourcentage d'étudiants qui ont été dispositifs me semble considérablement plus élevé que ce qui s'était là comme chiffre. Il y avait les copains qui étaient presque quasiment en vente libre à l'époque, et l'ordinateur, ça valait 14 francs la boîte. Alors le groupe de parole, c'est à 19 h. Par contre, non, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que finalement, c'est compliqué d'avoir un médicament et du modafinil? Parce que, voilà, même si on est étudiant en médecine, c'est quand même pas très simple. En revanche, de la cocaïne et de l'LSD, c'est extrêmement simple. Alors, tout à fait. Alors, j'ai pas d'idée directement via cette étude, mais par contre, ce qui est clair, c'est que la réglementation du méthylphénidate et du modafinil, prescription stupéfiant, surtout qu'en 2021, il n'y avait pas encore l'extension d'AMM chez l'adulte pour le méthylphénidate. Et puis là, vous parlez des étudiants en médecine, mais là, il y avait aussi plein d'autres étudiants d'autres filières qui ont encore moins accès à des médicaments. Donc oui, clairement, la cocaïne circule plus et facilement de ce que certains étudiants, en discutant un petit peu comme ça de manière informelle, disent. C'est vraiment là où moi, mon époque, c'était plus le cannabis qui était le gros produit qui circulait dans les soirées. La cocaïne, c'était vraiment à la marge. Là, la cocaïne, ça ne devient plus du tout à la marge, dans ce que décrivent en tout cas les étudiants. Alors les catinones, c'est parce que en fait on avait regroupé les cannabinoïdes, on avait regroupé en nouveaux produits de synthèse, on avait regroupé ensemble les cannabinoïdes de synthèse et les catinones. Et alors c'était la première étude, donc on a essuyé les plâtres et on s'est dit qu'on devrait faire des catégories différentes par la suite, mais on les a pas inclus parce qu'on a considéré que les cannabinoïdes de synthèse n'en rentraient pas dans le cadre des psychostimulants. Là, c'est pareil, c'était dans les nouveaux produits de synthèse plutôt. Et ça, on l'a, je ne sais pas si on l'a, on a 0,9% qui était décrit et par contre 17% de sentiments de dépendance. Alors là, vous êtes à la pointe. Hein, on note quand même que la méthamphétamine est loin d'être à la marge là. Enfin, pour le coup, en France, on est supposé, même s'il y a une alerte, on est supposé rester un peu protégé. Alors, de l'arrivée de la méthamphétamine, contrairement notamment à l'Angleterre, etc. L'arrivée est assez récente et là, en fait, dans les résultats, ça fait partie des 15 000 résultats de l'étude dont on aimerait discuter, mais là, on est parti un peu loin du TDAH, mais ceci dit, la méthamphétamine, c'est pas rare quoi, dans l'échantillon. Donc, voilà, un commentaire sur la présence de méthamphétamine. Non, j'ai pas de commentaire particulier, effectivement, je ne sais pas. Ok. À voir l'évolution. Enfin, justement, ça va être tout l'intérêt de des mesures répétées pour voir comment ça évolue. Et Alors, on sait que de toute façon, dans les études épidémiologiques, les femmes répondent plus. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une majorité de femmes qui sont inscrites au niveau de l'université. Et après, les analyses en multivarié ont pris en compte la question du sexe aussi. 4 pour 1, c'était un peu haut quand même, non? Aussi. On est plus à 1,5, 2, ouais. Hein. Oui, là on est quand même plus sur 1,5, 2. Ou alors peut-être plus chez l'enfant et avec l'âge adulte où ça a tendance un peu à se... Oui, je parle de l'adulte, pardon, excusez-moi. Oui. Bon, ouais. Ceci qui est énorme. Aussi, ouais. Qui est d'ailleurs...
qui est, en soi qui est fascinant d'ailleurs presque. Ok. Donc oui, tu avais fait une analyse multivariate qui nous a présenté. Les autres ratios à la fin, ils sont ajustés sur d'autres facteurs confondants. Ok, super. Bon, merci beaucoup Louise. On va passer la parole à Amandine, notre co-professeure Amandine Luquiens, qui est professeure de psychiatrie et d'addiction. Docteur Amandine Luquiens, d'accord. Décidément. Ben donc il faut continuer de militer pour qu'elle soit promue, parce que ça. À l'université du coup de Montpellier-Nîmes, qui travaille au CHU de Nîmes, et qui va nous présenter des éléments que Muriel aussi, entre autres, avait introduit dans sa narration, qui était la charge cognitive et les efforts que font notamment les personnes qui souffrent de TDAH à l'âge adulte, et avec un aspect original qui sont en lien avec la consommation et plus ou moins les troubles de l'usage d'alcool. Bonjour à tous, merci à la coordination d'avoir fait ce sympo et à la THS d'accueillir ce sympo et du coup de donner l'occasion de présenter ces résultats. Donc effectivement je vais vous parler de TDAH et d'alcool et aussi on va parler de régulation émotionnelle beaucoup. Donc mes conflits d'intérêts en ce qui concerne cette question, donc je voulais reprendre en fait brièvement pour introduire mon propos et surtout l'étude que je vais vous présenter par la suite. Vous m'entendez bien avec le micro, j'ai l'impression? Oui, d'accord, pardon. Ok, donc du coup ce schéma que vous connaissez peut-être, qui est une façon de représenter en fait les facteurs qui vont influencer le développement et le maintien de l'addiction. Donc par extension, j'ai marqué le maintien de l'addiction, même si ce schéma il a plutôt été conçu pour expliquer la mise en place en fait du processus addictif, donc avec différents facteurs de vulnérabilité qu'on peut identifier dans l'environnement biologique, de facteurs d'adversité précoce dont on a entendu beaucoup parler ce matin, et qui finalement vont impacter de facteurs de vulnérabilité que je vous ai notés ici en tant que dérégulation émotionnelle et impulsivité, qui vont à la fois contribuer finalement à la mise en place de l'addiction, mais aussi gréver en fait la sévérité de l'addiction et le maintien du comportement addictif. Et donc, comme on est dans un topo TDAH, vous allez voir que ça n'est pas sans rapport avec le TDAH. Donc, vraiment de façon très humble, parce qu'il y a des grands neuropsychologues très fameux dans cette salle, notamment suivez mon regard pour un d'entre eux dans le coin de la salle, donc il se reconnaîtra. Je voulais vous donner un petit mot sur qu'est-ce que la régulation émotionnelle, donc de quoi on parle. Puisque notamment finalement, je vais en dire un petit mot juste après, mais dans le TDAH, c'est un peu je dirais bizarrement, le nouveau sujet dont on a peut-être moins parlé jusqu'à présent en tout cas, et qui est peut-être moins connu en fait des personnes qui sont moins spécialisées. Donc la régulation émotionnelle, donc c'est un processus donc, qui fait passer d'une émotion A après régulation à une émotion A', donc c'est un changement en fait surtout dans l'intensité et dans la durée d'une émotion, non pas dans sa nature, parce qu'il n'y a pas d'émotion qui soit pathologique en soi. Hein. Donc du coup, on va ressentir une émotion. Je ne vais pas vous définir ce que c'est une émotion, évidemment, je pense que tout le monde est OK avec ça. Mais plutôt, en fait, la façon dont on va réguler donc, son intensité et sa durée pour que ça soit supportable et qu'on puisse continuer à fonctionner, ou en tout cas, on en tienne compte et qu'on en fasse quelque chose. Donc ce processus, il est soit complètement automatique, soit coûteux, en fonction de l'environnement et des ressources qu'on a à sa portée. Donc il y a différents types en fait de régulation qu'on peut mettre en œuvre. Et donc certains types de régulation émotionnelle sont réputés plus adaptés que d'autres. En réalité, ce qui est adapté, c'est surtout de pouvoir varier entre les types de régulation des émotions. Mais quand même, certains types de régulation émotionnelle sont réputés un peu moins adaptés parce qu'associés à certains troubles mentaux notamment. Et donc ici, je vais vous parler en particulier de ce qu'on appelle la suppression émotionnelle. Donc c'est la régulation qui vise à essayer d'étouffer l'émotion et de faire que finalement, soit elle n'existe pas, soit je ne la repère même pas dès le départ, soit je vais essayer d'étouffer le plus vite possible. Donc on peut imaginer que si c'est ça mon style prédominant de régulation émotionnelle, il y a des fois où ça ne va pas marcher parce que ça sera soit trop intense, soit trop long, etc. Et donc du coup, ça va devenir un processus coûteux, même si au départ, peut-être, il était un peu automatique.
Donc, du coup, la dérégulation émotionnelle, un exemple en fait de dérégulation émotionnelle, ça pourrait être par exemple pour quelqu'un qui a subi des facteurs d'adversité précoce, comme l'exposition chronique au stress ou un trauma. Du coup, avoir une perturbation de la réponse physiologique aux émotions sur le long terme. Donc, non pas seulement au moment du stress, mais en fait, ça va devenir un peu mon mode de fonctionnement. Donc, soit, par exemple, ça peut être marqué par le fait que je ne ressens rien du tout, je ne sais pas lire mes émotions, soit par le fait que je ressens trop, donc mes émotions vont être exacerbées. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais essayer de le réguler. Et en fait, malheureusement, ça va souvent être associé au fait que mes réponses pour réguler ces émotions, elles sont elles-mêmes, on va dire, mal adaptées, ou en tout cas pas optimales. Et comme par exemple la tentative de suppression émotionnelle, donc ce que je vous ai écrit comme je verrouille et rien ne sort. Et c'est beaucoup de ça dont on va parler. En fait, il a été montré assez récemment que si en plus je suis impulsif, et là vous me voyez un peu venir avec la question du TDAH, si j'essaye de supprimer mes émotions, comme ça, de je verrouille et rien ne sort, en fait, du coup, ça va être particulièrement coûteux, puisque, comme vous le savez, quand on est impulsif, il y a un peu tout qui sort. Donc si moi je fais beaucoup d'efforts pour que rien ne sorte, on voit qu'à un moment donné, le système va saturer et ça va devenir particulièrement coûteux pour moi. Je vais devoir faire plus d'efforts que les autres pour contenir mes émotions. Alors dans les addictions, les difficultés de régulation émotionnelle, ça va se manifester souvent par le fait que je ressens plus souvent que quelqu'un d'autre une détresse émotionnelle, soit parce que je ne sais pas identifier mes émotions, donc je ne sais jamais trop où j'en suis, soit parce que mes émotions sont tout le temps tout de suite trop fortes et complètement au sommet, et donc du coup elles me submergent complètement. Donc du coup facilement je vais adopter, je vais choisir en fait et je vais privilégier une stratégie plutôt court terme de je ne ressens rien et je supprime, donc je verrouille. Du coup, ce qui va me faire en fait adopter un comportement pour essayer de mettre en œuvre cette stratégie de régulation, comme par exemple la consommation de substances, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais justement quand on ressent une émotion très très forte, parfois la meilleure façon de résoudre ça très rapidement, c'est de consommer une substance. Et donc les patients, ils ont bien remarqué ça, et donc du coup ça va devenir un peu leur stratégie tout-terrain, et ça va en fait renforcer le comportement addictif. Alors si on rebascule maintenant du côté du TDAH, en fait là on va plutôt trouver des patients qui vont se trouver plus fréquemment que d'autres dans des états de détresse émotionnelle, mais plutôt parce que les émotions sont exacerbées. Et du coup il a été montré qu'en fait cette détresse émotionnelle, elle allait en fait augmenter l'impulsivité et majorer les comportements impulsifs et donc les conséquences négatives. Mais qu'en plus, si ma stratégie de régulation émotionnelle, c'était justement d'essayer de supprimer mes émotions et notamment de ne pas parler du tout de mes émotions, de ne pas du tout aborder ça et de complètement supprimer toute communication sur mes émotions et toute expression de mes émotions, et du coup j'allais faire un effort, ça allait vraiment devenir un process coûteux et en fait ça allait aggraver aussi les conséquences négatives du TDAH. Du coup, si on revient un peu à ce modèle des addictions, mais qu'on injecte en fait le TDAH comme un facteur de risque qui mêle ces différents facteurs de vulnérabilité dont je vous ai parlé, et ce qui semble important bien sûr parce que là c'est un sympo sur le TDAH, mais aussi parce que souvent dans les études on s'intéresse aux dimensions, donc aux facteurs de vulnérabilité comme des dimensions, donc l'impulsivité, la dérégulation émotionnelle, mais en fait on ne va pas forcément jusqu'à repérer le TDAH. Et donc du coup la question c'est en fait peut-être il faudrait qu'on fasse les deux en même temps parce que oui effectivement on voit des gens qui sont très impulsifs, qui ont une dérégulation émotionnelle, mais en fait si c'est des gens qui ont un TDAH, peut-être ça a une valeur en soi et un poids spécifique d'avoir un TDAH dans ce process et du coup peut-être il faudrait qu'on le sache en gros. Donc la question de recherche auquel on va essayer de répondre donc, sur la base de l'étude que je vais vous présenter, c'était en fait entre le TDAH et les addictions, est-ce que finalement c'est chaque dimension qui agit un peu indépendamment pour majorer, enfin donc pour provoquer l'addiction, mais surtout pour la maintenir et pour la rendre plus sévère? Est-ce que c'est des facteurs qui sont complètement indépendants qu'on ait un TDAH ou pas? Ou est-ce qu'en fait il y a un poids spécifique du TDAH, donc notamment du TDAH persistant, parce que là il s'agit d'adultes, dans le trouble de l'usage de l'alcool, et que du coup c'est un peu la combinaison de ces facteurs ou bien une espèce de variable latente, le TDAH qui combine à la fois ces facteurs mais aussi tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, de masse de trauma, de difficultés à l'école, etc., qui constitue une espèce on va appeler de dimension TDAH en elle-même en fait, d'un poids spécifique finalement du TDAH qui lui-même va aggraver la sévérité presque indépendamment de ces dimensions quelque part. Et donc notamment, est-ce qu'on va retrouver là aussi en fait des efforts pour compenser qui vont eux être coûteux et puis du coup avoir un poids spécifique.
Alors du coup, les résultats que je vais vous présenter ici, en fait, on a choisi de faire ces études en choisissant un facteur de sévérité, et vous allez voir pourquoi également, non pas qu'il soit objectif, par exemple, le nombre de critères en fait, de DSM, etc., mais en fait qu'il soit vraiment du point de vue du patient. Et donc on a utilisé une échelle de qualité de vie qu'on a eu la possibilité de développer il y a quelques années, qui s'appelle l'échelle ACOLS, et donc a été développée à partir du point de vue subjectif des patients, de la contribution des patients, à partir de focus group, où ils nous ont dit, bah là, l'alcool, ce que ça fait sur ma qualité de vie, comment ça impacte ma qualité de vie, et donc, si vous voulez, c'est un peu une échelle de détresse liée aux troubles liés à l'usage d'alcool. Donc, c'est quoi l'impact sur ma vie de l'alcool, et c'est vraiment une échelle subjective. Les patients, du coup, peuvent coter, en fait, par eux-mêmes, ce qui compte pour eux et les différentes dimensions de la vie qui sont impactées par l'alcool. Donc cette étude, les chiffres que je vais vous présenter, ce sont les résultats, c'est une extraction en fait des données d'inclusion d'un essai clinique. Donc du coup je ne vais pas vous parler aujourd'hui, simplement on a inclus 226 patients dans cette étude et là on va analyser 206 patients qui sont les patients en fait pour lesquels on a pu faire un dépistage de TDAH qui là aussi comme dans l'étude tout à l'heure de Louise se base sur l'ASRS, notamment la partie A de l'ASRS, donc avec un score de 4 ou plus, et la VURS avec un score de 46 ou plus. Donc vous voyez ici pourquoi je vous dis que c'est important qu'on utilise un facteur subjectif de sévérité, parce qu'en fait, nous, on a inclus dans cet essai clinique, c'était un essai clinique avec des critères assez lourds, des patients qui sont tous sévères, la plupart d'ailleurs étaient hospitalisés au moment où on les a inclus, et donc c'est des patients méga sévères comme on trouve dans des services d'addicto. Donc ils avaient, vous voyez, donc en moyenne, je crois que la moyenne globale c'était 49 ans. Donc c'est vraiment l'âge typique en fait, des patients qu'on inclut dans un essai pour un trouble d'usage d'alcool, donc majorité d'hommes bien sûr. Et donc ils avaient tous des critères, en moyenne 9 critères du DSM, hein, donc c'est-à-dire le max quasiment, et il n'y avait pas de différence entre les sujets qui avaient un TDAH ou qui n'avaient pas de TDAH. Donc si on regardait juste le nombre de critères, en fait en gros on plafonnait ça et on ne voit pas la subtilité du poids pour chacun du vécu de la maladie. Par contre, si on regarde en fait en termes de qualité de vie, donc vous voyez le résultat au score de qualité de vie, en fait les patients qui avaient un TDAH par rapport, donc les 20% de sujets, hein, donc on est à 19,4%, donc c'est les chiffres dont on a discuté juste auparavant, donc du coup ce qui conforte le fait qu'on puisse bien dépister avec ces deux échelles. Et bien en fait, si on compare ces deux groupes, ceux qui avaient un TDAH et ceux qui n'avaient pas de TDAH, en fait ceux qui avaient un TDAH avaient en gros quasiment 10 points, un peu plus de 10 points de plus de score d'impact en fait de l'alcool sur leur qualité de vie, et donc c'était significatif, c'était un résultat significatif, une différence significative entre les groupes. Bien sûr, sans surprise, quand on compare les patients avec ou sans TDAH, en fait il y avait les patients avec TDAH qui étaient beaucoup plus impulsifs et ils dérégulaient beaucoup plus leurs émotions sur l'échelle qui s'appelle DERS Impulse. Ça c'est complètement attendu. Et par contre, quand on regarde en fait les stratégies qu'ils adoptaient pour essayer de réguler leurs émotions, en fait là il n'y avait pas de différence qu'ils aient ou non un TDAH. Donc on ne voyait pas un groupe qui utilisait plus notamment la stratégie de suppression de l'expression des émotions que l'autre. Donc ils l'utilisaient dans les mêmes proportions. Et je vais revenir là-dessus. Donc après, on a regardé en fait ce qui est la suite de la ligne que je vous ai surlignée tout à l'heure. Donc en fait, en ajustant sur l'âge, le sexe et le score de MoCA, donc sur les troubles cognitifs aussi, puisque bien sûr, ce sont des patients qui peuvent être sujets à des troubles cognitifs à cet âge-là. Et donc en fait, on avait une association significative avec en gros 11 points d'alcool de plus si on avait un TDAH. Donc on s'est posé la question par la suite, comme je vous le disais, quelle dimension du fonctionnement psychologique impactait la qualité de vie liée à l'alcool. Donc est-ce que en fait, les dimensions elles-mêmes, elles aggravaient l'impact sur la qualité de vie. Et donc effectivement, en ajustant sur l'âge, le sexe et le score de MoCA, qui n'avaient pas d'effet sur la qualité de vie, il n'y avait pas d'effet sur ça, sur ces trois facteurs d'ajustement, et en fait chacune des dimensions, l'impulsivité, la dérégulation émotionnelle et cette stratégie de suppression de l'expression des émotions, avait une association significative et donc impactait significativement la qualité de vie. Et donc ce qu'on est allé regarder par la suite, c'est donc bien sûr, vous imaginez que les TDAH, je vous l'ai montré, ils étaient beaucoup plus impulsifs et ils avaient beaucoup plus de dérégulation émotionnelle, puisque ça fait partie des trois dimensions, on va dire, avec les troubles attentionnels pour le TDAH. Et donc on est allé regarder pour les TDAH la proportion de l'effet du TDAH qui était sur la qualité de vie, qui était attribuable à ces différentes dimensions. Et donc ce qu'on a vu, c'était que c'était en premier en fait la dérégulation émotionnelle, puis
l'impulsivité, et qu'en fait ce score de suppression émotionnelle, il n'expliquait pas en fait la variation, enfin la proportion du TDAH sur la qualité de vie, la proportion de ces dimensions dans le TDAH sur la qualité de vie. Vous me suivez? Ok. Donc après, ce qu'on a voulu savoir, c'était finalement, du coup, comme les TDAH, ils sont très impulsifs et ils ont une forte dérégulation émotionnelle, est-ce qu'en fait, l'impact, il est juste lié au fait que, en fait, ils ont une forte impulsivité et ils ont une forte dérégulation émotionnelle, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et donc on s'est dit, en gros, à niveau égal d'impulsivité et de dérégulation émotionnelle, est-ce que c'est différent qu'on ait un TDAH ou pas? Et donc on est allé chercher l'interaction entre ces différentes dimensions et le TDAH pour voir si ça avait un impact, si cette interaction-là avait un impact sur la qualité de vie, donc si ça aggravait l'impact sur la qualité de vie. Et en fait, ce qu'on a retrouvé de façon assez intéressante, c'est que l'impulsivité et la dérégulation émotionnelle donc, étaient très élevées. Elles n'interagissaient pas avec le TDAH sur l'impact sur la qualité de vie, donc elles agissaient un peu pour leur compte. Et bien sûr, elles étaient très présentes chez les patients TDAH, donc ça agissait via l'impulsivité et via la dérégulation émotionnelle, mais il n'y avait pas une interaction. C'était pareil, en gros, qu'on ait ou pas un TDAH, si on est très très impulsif ou si on dérégule beaucoup ses émotions. Mais par contre, si on a un TDAH et qu'en fait on adopte plus que quelqu'un d'autre le fait de supprimer l'expression des émotions, là en fait il y avait une interaction significative. Et donc ce qui semblait, ce qui avait déjà été montré chez les patients qui n'avaient pas un trouble d'usage d'alcool, mais qui semble du coup vrai aussi chez les patients qui ont un trouble d'usage d'alcool, et qui du coup a une conséquence directe sur l'impact subjectif qu'a cette maladie sur la qualité de vie. Et donc du coup ça semble être un processus qui est particulièrement dysfonctionnel et particulièrement coûteux dans cette population-là, et donc évidemment potentiellement à éviter et à rééduquer. Donc au final, pour conclure, le TDAH grève clairement la qualité de vie dans le trouble d'usage d'alcool via la dérégulation émotionnelle qui est de toute façon élevée dans le TDAH et l'impulsivité qui est de toute façon élevée dans le TDAH, mais aussi, du coup, et de façon spécifique pour le TDAH, du fait de cette interaction, donc chez ceux qui adoptent la stratégie de type suppression de l'expression des émotions, du coup là il y a un poids spécifique du TDAH, parce que là du coup on peut imaginer que ça marche vraiment pas, puisque comme je vous l'avais montré au début, on a du mal à contenir, donc si on essaye de contenir trop, forcément ça sature. Donc du coup les perspectives en fait de ce travail, c'est aussi de vraiment prendre en compte cette dérégulation émotionnelle, mais aussi les stratégies de régulation émotionnelle dans la psychoéducation et dans les thérapies dans le trouble d'usage d'alcool, notamment centrées sur les émotions, quand on se trouve face à un patient qui vit aussi avec un TDAH, et aussi souligner l'importance d'évaluer les patients avec des approches subjectives qui tiennent en compte leur vécu, puisqu'on voit que ces résultats-là, on n'aurait pas pu les montrer avec juste un critère de sévérité basique qui s'appuie sur les critères sémiologiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Amandine, passionnant, et donc vous voyez on progresse à chaque fois, on enrichit cette session de l'après-midi. Donc on a évoqué juste un peu avant les efforts nécessaires pour les aspects d'organisation et cognitifs, comment ça pouvait être coûteux, etc. Puis là on s'est intéressé à une porte qu'on n'avait pas encore beaucoup ouverte finalement, qui sont les efforts pour réguler les émotions. Et donc avant de passer aux questions, on rappelle que en fait, c'est pas très bien mesuré encore, effectivement. Donc, on a aussi pas mal d'études. On a la chance de collaborer aussi sur l'utilisation de la DERS, etc., pour voir un peu comment ça se passe. Il y a des adultes chez qui l'amélioration de la régulation émotionnelle sous méthylphénidate est quasiment une des premières améliorations qu'on voit. Alors, effectivement, avant même de dire vous rangez mieux, vous rangez vos affaires et tout. Non, mais bon, ça va mieux, quoi. Pas forcément sur l'impulsivité, où là ça peut mener à d'autres soucis, mais vraiment sur la régulation émotionnelle. Donc c'est vraiment intéressant que tu aies pu nous présenter ces résultats à ce moment-là de l'après-midi, à mon avis. Quelles sont les questions dans la salle pour Amandine? Questions, commentaires? Les analyses de médiation, c'était en fait c'est assez limpide, mais on n'en voit pas beaucoup en fait. Mais effectivement, pour évaluer les processus, c'est hyper important. On essaie d'évaluer la proportion du lien entre deux phénomènes qu'on mesure, qui est expliqué ou pas par un médiateur justement. Et après, on peut aussi regarder dans quel sens ça va. C'est ça qui était intéressant pour voir dans quel sens c'était réparti entre le TDAH, la suppression émotionnelle et l'impulsivité. Oui,
alors là, on n'a utilisé que un sous-score en fait, d'une échelle, donc, qui est la DERS, et effectivement qui va évaluer différentes modalités de dérégulation émotionnelle. Nous, on n'a que un des sous-scores, parce que c'est une échelle qui est assez longue, et on a un sous-score qui est lié à l'impulsivité, donc du coup qui semble pertinent là, mais effectivement qui ne va pas capturer toutes les formes de dérégulation émotionnelle, on va dire. Mais qui du coup est particulièrement en général dérégulé chez les populations addictes aussi. Et c'est vrai que du coup il y a un petit overlap avec la dimension d'impulsivité en elle-même plus comportementale, quoi, on va dire. Donc c'est aussi pour ça qu'en termes méthodologiques, en fait, on a fait tourner les modèles séparément parce que c'était fortement corrélé. Voilà, donc petite parenthèse méthodologique. Mais Il y a une version plus courte à 16 items, hein, qui doit être validée, mais pas forcément en population TDAH et pas forcément en population addictologique. Il y a une DERS 16 qui est du coup plus courte. ouais. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il y avait une question, oui. Oui. Pardon. Donc le traitement va améliorer le non-verrouillage des émotions ou pas? Est-ce qu'on a... Parce que le problème, c'est le verrouillage. Le verrouillage des émotions, c'est ça que vous dites? Oui. Alors en fait, c'est la tentative de verrouillage qui n'est pas bonne. Parce que les émotions, elles ne sont pas verrouillées, elles sont complètement éclatées. Et donc c'est les gens qui, en se disant ça part dans tous les sens et c'est trop fort, je vais verrouiller tout, un peu façon cocotte minute, ou du coup comme les cocottes minutes, à un moment il faut que ça sorte. Donc du coup c'est pas pérenne, on peut faire la cocotte minute pour faire cuire des carottes 5 minutes, mais pas pour toute la vie, quoi. À un moment il va falloir sortir la vapeur. Désolée pour cette métaphore culinaire. Donc du coup le traitement, en fait là l'idée c'est que justement les traitements qu'on a, donc du coup Romain dit il y a des patients qui disent d'emblée que le traitement marche sur la dérégulation émotionnelle, mais en fait c'est pas forcément méga évalué, et encore moins dans les populations addictes, on n'a vraiment pas beaucoup de données là-dessus. Et donc du coup l'idée ce serait non seulement qu'on regarde si le traitement médicamenteux fonctionne, mais à mon avis aussi si qu'on prenne en compte ça dans les aspects de remédiation cognitive, voire de psychothérapie centrée sur les émotions, type par exemple des thérapies de type mindfulness. En fait là on est vraiment dans je prends en compte mon émotion, maintenant je l'accepte, et donc je verrouille pas, en fait c'est vraiment cette acceptation, donc tout ce qui est thérapie d'acceptation notamment, qui permettent en fait d'améliorer la connaissance sur le moment et l'identification sur le moment des émotions, mais aussi en fait de la laisser être présente sans intervenir. Et donc, voilà, donc du coup pour le coup il y a aussi pas mal de données dans le TDAH, sur TDAH et pleine conscience, sur addiction pleine conscience un peu moins, il y en a un peu, mais et sur les deux ensemble c'est toujours pareil, il y a très peu de données, quoi, comme dans toutes les pathologies duelles. Oui. Certaines thérapies, comme je pense à l'EMDR, notamment sur la question de la gestion des traumas, qui du coup vont influencer, de ce que je crois comprendre de votre présentation, qui était très claire et que j'ai beaucoup apprécié, sur la question de ces dérèglements, je sais pas. Alors moi j'ai pas observé ça parce que, en tout cas moi je pratique pas le MDR moi-même, donc j'ai pas pu l'observer moi-même, on va dire, en direct, et je pense qu'il y a vraiment très peu de données sur cette double indication là, comme on le disait, en fait, parce qu'il n'y a juste pas de données tout court, à moins que Romain me contredise, mais ça vient. Mais on espère. Après bien sûr c'est aussi pour ça que j'ai commencé par ce schéma très en amont là où j'ai mentionné aussi les facteurs d'adversité précoce. On sait bien que tout ce qui est dérégulation émotionnelle, c'est quand même très 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 impacté par l'exposition, les facteurs d'adversité précoce ou l'exposition chronique au stress. Et donc on peut imaginer que certains des symptômes du coup puissent être soulagés par des stratégies de type EMDR. Mais j'ai pas connaissance de données, non, je suis désolée. Peut-être d'autres personnes en ont. Merci. Oui. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Moi j'avais une question. Est-ce que parce que là, vous parliez de la thérapie ACT. Est-ce que ça a été aussi peut-être testé, tout ce qui va être thérapie dialectique, parce que ça fait pas mal penser à la dysrégulation émotionnelle chez les borderline. Et est-ce que vous avez connaissance aussi peut-être d'efficacité de la thérapie dialectique dans le TDAH pour la dysrégulation émotionnelle? Non, mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a quand même quelques articles et de plus en plus qui s'interrogent sur des... on parlait tout à l'heure TDAH et troubles borderline.
Il y a quand même aussi TDAH, trouble borderline, trouble bipolaire. Donc je fais un lapsus sur la phrase d'après, mais donc TDAH, trouble bipolaire, TDAH, trouble borderline, TDAH, TCA et trouble borderline. Enfin bon, bref, après on peut revisiter toute la psychiatrie à loisir. Mais on voit bien aussi comme c'est un peu l'aspect un peu non satisfaisant de certaines de ces catégories diagnostiques aussi, et l'intérêt de raisonner plus par dimension. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse très satisfaisante à votre question. Mais... Avant de passer la parole pour une dernière question, j'ai pu participer à un groupe pour le coup qui associait, on va dire, psychoéducation et thérapie très comportementale, puis pleine conscience dans le trouble bipolaire avec addiction. Donc notre genre de pathologie est dite duel. Et pour le coup, contrairement peut-être à en tout cas ce que moi j'avais comme intuition, c'est plus les aspects cognitifs sur lesquels les patients avaient galéré dans les 8 séances qu'on avait de pleine conscience, les moments où on parle des pensées. Les pensées ne sont pas des faits. Enfin, là, c'était une galère pas possible pour les patients. Et j'ai eu l'impression, par contre, que c'est ce qui avait pu les aider le plus. Qu'est-ce qu'une pensée maniaque, qu'est-ce qu'une pensée dépressive et comment elles sont en lien avec les envies de consommer et comment on peut les utiliser pour prévenir la reconsommation. Là, c'était une galère pas possible pour les patients. Et donc, en gros, si je comprends bien, mais c'est juste pour lancer une punchline comme ça, par plaisir, dans le trouble bipolaire, on pourrait imaginer, contrairement aux apparences, on dit c'est une maladie des émotions quand même. Enfin, les maniaques sont excités, les déprimés sont tout rabougris comme ça et tout tristes en même temps. Alors, en fait, c'est peut-être plutôt la cognition, et aussi parce que là, il y a aussi des déficits cognitifs après dans le trouble bipolaire qui peuvent devenir chroniques, enfin, etc., etc. Et de l'autre côté, vous êtes en train de nous dire, en fait, finalement, mais moi je veux bien, que le TDAH est en fait là de l'adulte, en tout cas sur les aspects que tu as présentés, et notamment s'il y a des addictions, c'est plutôt une maladie où c'est les émotions. Il y aura un intérêt à cibler par rapport à tous les efforts qu'on a pu faire sur est-ce qu'il y a des profils neuropsychologiques spécifiques. Je vous rappelle que pas vraiment. On a du mal à les voir dans les bilans neuropsychologiques, en tout cas tels qu'on a. Est-ce que la remédiation vraiment purement cognitive va tous les améliorer? Probablement pas. Et sur les émotions, visiblement, on a un gros travail. Et là, tout le monde a l'air assez d'accord aussi par rapport à son expérience. Donc voilà. Donc en fait, il semble que potentiellement dans le trouble bipolaire, sur une petite expérience, le travail devrait être très cognitif. Et effectivement, sur la remédiation, c'est en train d'arriver. Et sur le TDAH, enfin, on est peut-être en train de sortir un tout petit peu de l'exclusivité d'un trouble très cognitif, on va dire, pour se dire qu'au niveau émotionnel, on a un sacré travail, en tout cas probablement sur TDAH et addiction. Je reformulerai... peut-être un peu plus nuancé, peut-être. Mais peut-être, si tu permets, du TDAH, peut-être on sort d'un trouble neurocognitif pour intégrer plus ça. Et juste un commentaire, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis sur le trouble bipolaire. Je me demande si en fait... c'est peut-être vrai, mais en fait faux, dans le sens où en fait, peut-être c'est aussi très variable en fonction du niveau d'anxiété, et parce que du coup, ça introduit les ruminations anxieuses, qui du coup, en fait, vont être une manifestation. Enfin voilà. Bon, mais bon, c'est pas le sujet. Il faut qu'on... Non, mais on en reparle après. Ouais. Une dernière question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Alors, c'est pas du tout mon domaine, enfin en tout cas pas le TDAH et l'addiction. Je me posais la question, alors là vous parliez d'alcool, mais est-ce que est-ce qu'on peut retrouver ce genre de problème sur tout ce qui est addiction au sport, anorexie, où finalement en fait on va avoir des individus qui vont passer d'une addiction à une autre, qui sont plutôt tolérés dans la société et qui vont en fait perpétuer maintenir la problématique. Et je pensais aussi au retrait social, à l'isolation sociale qui permet en fait peut-être, alors j'en sais rien du tout, c'est simple intuition, qui permettrait même de se protéger de ce trop plein d'émotions et de devoir la supprimer. Et est-ce qu'on n'aurait pas des individus qui finalement restent isolés socialement pendant très longtemps et qui arrivent par la force des choses à se confronter au monde et du coup de devoir faire face à cette problématique émotionnelle, à devoir supprimer l'émotion et au fait qu'on n'y arrive pas forcément, mais qu'on a été préservé pendant un certain laps de temps par des personnes qui sont en retrait social et en isolation? Alors du coup, il y a plusieurs questions dans votre question. Alors j'ai essayé d'isoler deux questions. La première, pour ceux qui me connaissent un peu, je travaille aussi dans le champ des addictions comportementales et je fais partie des addictos comportementalo-sceptiques, donc en tout cas qui attend les preuves sur les différentes addictions comportementales. Et c'est vrai que c'est quand même important de rappeler qu'il n'y a pas de consensus international sur l'addiction au sport, et que l'addiction à l'alimentation non plus d'ailleurs, et qu'en tout cas donc les troubles des comportements alimentaires s'inscrivent probablement pas tous dans
dans les addictions comportementales. Enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'avis divergents. Il y a peut-être plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais je trouve que c'est quand même important de rappeler qu'il n'y a pas de consensus international et je pense qu'il faut rester prudent là-dessus. Mais du coup, c'est un petit aparté. Et du coup, je vais répondre plus à votre deuxième question, dont je vais essayer de me rappeler. Et donc, oui, l'isolement. Méthode ultime, finalement, de suppression des émotions voilà. Grâce à la suppression des contacts sociaux. Alors, je dirais qu'en fait, effectivement, quand on est dans un trouble neurodéveloppemental, je pense qu'on a tous des exemples en tête. Là, quand vous parliez, j'avais 1 ou 2 patients qui me revenaient, où en fait, dans l'enfance, il y a eu des difficultés de sociabilité et notamment donc associées d'ailleurs souvent à des manifestations anxieuses et un trouble attentionnel où on était peut-être moins sur un versant hyperactif. J'ai un patient notamment en tête là, et qui a évolué d'ailleurs plutôt sur un mode borderline, mais avec un maintien du trouble déficit attentionnel, mais qui est passé complètement inaperçu parce que du coup, il est passé un peu d'un repli social, comme vous dites, en fait, à une consommation de produits à l'adolescence. Et je pense que c'est un parcours, effectivement, aux côtés desquels on passe peut-être souvent, parce que du coup, en tout cas, nous, en addicto, comme le disait Muriel, on a le diagnostic facile, c'est quoi l'expression, c'est facile pour nous de faire un diagnostic TDAH parce que les patients, en fait, on fait un diagnostic sur l'anamnèse. De toute façon, il y a déjà tellement de conséquences à cause de l'addicto que du coup, on les met sous traitement. De toute façon, on est en réduction des risques. Donc, c'est hyper confortable par rapport à des psychiatres généralistes qui travaillent avec des personnes qui ne vivent pas avec l'addiction. Donc, à la fois, le diagnostic, il est galère parce que la sémiologie, elle est très biaisée, etc. Mais à la fois, sur l'anamnèse, en fait, c'est pas tellement difficile. Il faut bien dire qu'on a beau jeu de dire faites-le, mais pour nous c'est plus confortable, je trouve, en tout cas la décision de mise sous traitement. Mais par contre, ce type de profil qui du coup vont arriver en addicto avec une présentation très borderline, pour le coup, à mon avis, on passe très à côté si on ne revient pas sur l'anamnèse, sur la scolarité, etc. Et en fait, on va un peu, je dirais, presque pas stigmatiser ces patients, mais ça va être un peu le délit de sale gueule, le patient qui arrive avec des piercings partout, qui a consommé hyper jeune des produits, etc. Et en fait, on ne va pas lui demander comment il fonctionnait avant. Et en fait, on va dire, c'est un border, de toute façon, on ne va pas y arriver. Enfin, je dis ça exprès dans ces termes-là, parce que en fait, c'est des patients, en tout cas, je pense qu'ils sont reçus parfois comme ça, et parfois peut-être même par moi. Et qu'en fait, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on ne peut plus faire l'économie maintenant en addicto, de ne pas faire l'anamnèse et pas de demander juste la question comment ça s'est passé votre scolarité. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans votre enfance? Juste ces 2 questions-là, en fait. Et on pourrait faire un petit sondage là, à la THS. Est-ce que vous posez systématiquement ces 2 questions quand vous avez un nouveau patient? Et je ne suis pas sûre que ça soit encore fait. Merci beaucoup, Amandine. Et merci pour ces échanges. Pendant que Norman s'installe, juste pour aller même de façon bien plus tranquille encore sur l'histoire d'isolement social, je vous rappelle que c'est un critère diagnostique clinique. Dans le TDAH, on évite les situations sociales bruyantes, les fêtes. Voilà, il y a aussi ce critère-là. Parce qu'on ne gère pas le fait de voir plusieurs personnes, le fait qu'il y ait trop de bruit, le fait de s'organiser c'est même dans la diva, dans les répercussions d'un des critères, je ne sais plus exactement où il est, mais donc c'est même un critère diagnostique, le fait de se mettre en retrait, alors peut-être pas autant que ce que vous évoquiez, mais se mettre en retrait avec le TDAH. Et donc sur l'histoire de pathologie duel, merci beaucoup Amandine pour ton dernier commentaire, parce que ça rappelle qu'on ne doit jamais faire l'économie de la chronologie, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette situation comme ça qui sont galères. Donc je pense notamment aux troubles bipolaires qui souvent commencent à peu près en même temps que les consommations. Donc là, effectivement, c'est un enfer sans nom, le diagnostic. En fait, le TDAH et beaucoup de troubles anxieux, en moyenne, commencent avant. Et a fortiori le TDAH, puisqu'on est supposé avoir quand même des symptômes dans l'enfance. Et donc normalement, à 7-8 ans, il n'y a pas encore trop de produits. Et donc, n'oubliez jamais ce côté chronologique qui vous permet d'avancer sur le diagnostic sans être effectivement empêtré dans le côté, mais c'est le sevrage, c'est l'intoxication, etc. Donc, très, très important. Norman, qui est psychologue à l'assistance publique, donc à l'hôpital Fernand Vidal, qui est étudiant en thèse, et j'ai la chance d'être un de ses co-directeurs, et qui va nous présenter un modèle de psychoéducation en une journée qu'on a piqué à notre centre expert de troubles bipolaires, qui s'appelle ADHD. Ah, dis donc. Ou alors, tu peux mettre que là-bas, sinon tout à fait debout, mais tu peux la faire en PowerPoint aussi. Alors, attends, parce que t'as pas de mot présentateur, en fait, je pense, sur le... En plus, ça s'ouvre dans Edge, c'est encore pire. Sinon, je lance le PowerPoint, tu seras peut-être pas aligné. Là, je te passe cette diapo. Bon, si tu veux, écoute. Waouh. Tu as le micro? Non, je crois qu'il est... Ouais, s'il vous plaît. Ça, tu peux te mettre de l'autre côté, ça te va? Bah, non, c'est allumé.
Alors moi, il faut que je vois quelque chose. Merci. Je vais mettre un peu les... Désolé. Bon, bonjour à tous. Bon, je suis ravi de faire cette présentation, pour le coup assez clinique, assez de terrain. Donc voilà, Norman Teribou, je suis psychologue, je fais une thèse, je suis au département universitaire de psychiatrie et de médecine addictologique à l'hôpital Fernand Vidal. Et donc je vais vous présenter une journée de psychoéducation qu'on a appelée EDHD sur troubles de l'usage de substances et TDAH chez l'adulte. Donc très rapidement, je présentais quelques généralités, mais assez vite parce que finalement on a bien fait le tour de la question sur le TDAH et le trouble de l'usage de substances, le TUS. Et puis je vais parler un petit peu, parce qu'on a peut-être un peu moins fait le tour de la question, sur les prises en charge qui existent, et notamment sur le plan psychothérapeutique. Les prévalences, évidemment, c'est juste énorme en population addicto, jusqu'à à peu près à 23% en fait, de TDAH quand on va le repérer chez les patients en addicto, contre 2,5-3% en population générale. Alors pourquoi on s'y intéresse? Ok, c'est souvent là, mais pourquoi est-ce que c'est un problème? Et parce que ça nous donne des tableaux cliniques plus complexes, avec des débuts plus précoces de consommation de substances, avec des plus grandes prévalences de polyconsommation. Et en fait, quand on regarde sur des études longitudinales bien menées, ça apparaît quand même comme un facteur de risque de développer un trouble de l'usage de substances.